15 mars 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Vous êtes bien sûr branchés sur Gandhi Madian TV. C'est dans le cadre d'une émission, en tout cas c'est le premier numéro, qui s'intitule Parole aux Africains. Donc dorénavant, ne vous gênez pas. Une fois à Bamako, une fois au Mali, vous pouvez venir vous exprimer librement. Pour ceux qui ont laissé entendre qu'il n'y a pas de liberté d'expression haute, ici les gens s'expriment librement. Quitte, nous sommes en Afrique, il y a des valeurs à respecter. Pour ce premier numéro, nous avons invité des experts de haut rang. Et le premier, c'est l'inspecteur des douanes à la retraite, M. Daniel Coulibaly. Il aura son mot, son bonjour. Et ensuite, le second, c'est Dr Mamadou Silla. Et lui aussi, il aura son mot à dire. Et puis, il aura peut-être à vous souhaiter, à vous présenter les meilleurs vœux, puisque depuis 2025, ils n'étaient pas encore sur un plateau ici. Ils vont tous sans doute nous accompagner avec les prières pour la meilleure réussite de cette campagne. En tout cas, nous essayons de participer autant que possible dans le cadre de la guerre informationnelle, la guerre communicationnelle imposée aux pays africains, ce qui fait rougir d'ailleurs les yeux d'Emmanuel Macron. Pour ceci, doyen. Bonjour. Bonjour. Merci, Diawara, de m'avoir appelé pour cette première émission. Vous dites que c'est le premier numéro. Oui. Je suis très honoré de participer au baptême de feu Merci. de cette émission. Et je lui souhaite bon vent. Merci. Je suis Daniel Coulibaly, je suis inspecteur des douanes à la retraite. Féru de politique, mais pas politicien. Ah, ok. Le doyen aura le temps de nous expliquer cela, oui. Merci, Général Diawara. Oui. Moi, je me nomme Dr Mamadou Silla Traoré. Je suis médecin praticien à l'hôpital Mère Enfant de Luxembourg. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau Maus, je dirais comme ça, pour une première fois, une première émission, qui est la parole donnée aux Africains. Je suis un grand panafricaniste, je suis un grand combattant de la justice, je suis un grand combattant de tout ce qui peut rendre mon pays meilleur. Merci. Voilà. Et il est faux. Sans plus tarder, doyen, Oui. votre regard sur l'AES. Bon, tout d'abord, permettez-moi de saluer la TV Gandhi TV et tous ses travailleurs, tous les téléspectateurs qui suivent les émissions, et je les invite à partir d'aujourd'hui de suivre cette nouvelle émission qui peut ouvrir beaucoup de portes. Doyen, merci beaucoup. Ouais. Et c'est d'où la première question d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous allons exclusivement parler de l'AES et des perspectives. Doyen, votre regard sur l'AES, c'est Joe qui vient de voir le jour. Ouais, je dirais d'abord une chose, comme on l'a dit, on va chercher de grandes définitions pour la géopolitique, ce n'est pas autre chose. Oui. Chaque pays fait la politique de sa position géographique. Effectivement. Et l'AES, c'est un ensemble de 3 pays continentaux qui n'ont pas d'accès à la mer. Et qui étaient dans des regroupements où numériquement ils sont minoritaires. Et donc notre politique était brimée, téléguidée de l'extérieur, parce que tous les moyens de pression qui nous entouraient, notre continentalité a servi de levier pour faire pression sur nous. Alors, ces 3 pays regorgent de richesses minières et minérales. Et donc, il fallait chercher coûte que coûte le moyen d'accéder à la souveraineté qui nous permettait d'être nous-mêmes, de traiter à égalité avec tout le monde. Les actuelles autorités, avec l'insécurité grandissante et la guerre que nous avons connue, il faut le dire, ont choisi de mettre fin au régime qui était en place. Nous sommes engagés dans une transition. Et Dieu faisant bien les choses, les étoiles se sont alignées parce que le Burkina nous a suivis, le Niger nous a suivis. Et sans ces 2 autres petits pays, on se serait trouvé tout seul en train de lutter contre tout le monde. Bon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces pays avec nous. Et je dis, on a même tardé à le faire. Depuis l'indépendance,
notre père de l'indépendance, un de nos pères de l'indépendance, Modibo Keïta, avait multiplié les contacts pour essayer de créer une confédération, une fédération même avec le Sénégal. Oui. Mais toutes ces tentatives ont été torpillées. Ghana, Guinée, Mali, Mali, Burkina, Dahomey, Sénégal, Mali, tout a été torpillé parce qu'il avait... Même avec les Ghana. Voilà. Ghana, Guinée, Mali, oui, c'était une tentative. Mais le fait est qu'il avait perçu la nécessité de regroupement qui pourrait nous permettre de nous sortir de ces problèmes. Malheureusement, il était tout seul, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, si on en vient à créer l'AES, un regroupement des 3 pays de l'Interland, j'ai dit bravo. On a même tardé à le faire. Et donc pour moi, c'est une très bonne chose qui peut nous permettre de mettre en commun nos moyens et pour faire face à l'instrumentalisation que font les pays de l'extérieur pour essayer de nous amener, de nous mener par le bout du nez. Et donc 3 pays réunis, 2 300 ou 400 000 km² avec 70 millions de personnes, c'est pas rien, c'est une force qui peut dépasser peut-être à part le Nigeria. Si on arrive à aboutir à notre fédération, il y aura peu de pays qui peuvent nous concurrencer. Donc je dis c'est une très bonne chose, pourvu qu'on puisse aller jusqu'au bout. La principale leçon que je retiens de cette brillante intervention du doyen, c'est que Modibo avait compris que seul on ne pourra jamais. Donc il faut se mettre ensemble. Absolument. D'où toutes ces tentatives. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Docteur. Merci, Général. Oui. Et avant de mettre la main à la pâte, je tiens encore à remercier la télé Gandhi malienne. Je l'avais oublié. Oui. Comme on le dit en Bamanania, mais Johnny Kunandi, Sababu Nyumano. Exactement, Gandhi malien nous a fait confiance et par votre intermédiaire pour venir débattre des problèmes vraiment qui sont d'ordre du jour. L'AES. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AES? Alliance des États du Sahel. Et avant de dire quoi que ce soit sur l'AES, on doit récapituler, essayer de regarder un peu dans les rétroviseurs. Qu'est-ce qui a motivé la formation de ces regroupements intergouvernemental sous-régional? Parce que depuis, après les indépendances, on a un peu la mémoire, faisons un peu d'histoire. L'AES a quitté la CEDEAO. On était membre des pays de la CEDEAO. Avec la guerre du Nigeria, la guerre du Biafra, il y a eu énormément de morts. Donc après cette guerre-là, quelques chefs de l'État étaient là, notamment, au risque de me tromper, le général Moussa Traoré, paix à son âme, général Yassinde Adema, et voilà. Il y a d'autres également ont décidé de mettre en place un regroupement sous-régional dénommé CEDEAO. C'était une communauté économique pour la libre-échange. C'est en 1975. Oui, en 1975, des personnes et des biens. Mais on a vu qu'avec le temps, la CEDEAO a s'est carrément métamorphosée. Parce qu'au lieu d'être la CEDEAO des peuples, elle a été la CEDEAO des politiciens, de certains politiciens véreux au service de l'impérialisme. Donc il y a eu des protocoles additionnels et tout. Et dans les textes de la CEDEAO, il n'était mentionné nulle part qu'on devrait sanctionner un État. Dans le processus de son avancement, le Mali, la démocratie au Mali a eu beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes de gouvernance et tout. Donc des jeunes officiers de l'armée ont pris les responsabilités de prendre le pouvoir. Donc ils ont pris le pouvoir et le peuple a suivi. Et cela ne pouvait que légitimer ce qu'ils avaient fait. Mais c'était comment ils ont pris le pouvoir, parce que il y avait énormément de problèmes et au devant desquels les problèmes sécuritaires. Les pouvoirs, les prédécesseurs là n'avaient pas pu gérer cet aspect-là. À longueur de journée, on entendait que voilà, 100 personnes, 200 soldats maliens sont tombés. C'était devenu vraiment pas possible. Il fallait trouver une solution à cela. Donc c'est dans ce cadre-là que le Mali a pris son destin en main
Les jeunes militaires, ils sont ce qu'ils sont, c'est eux qui ont appris l'armée, c'est ceux qui connaissent les techniques de combat et tout. Ils sont dans leur salon, ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, ils ont pris attache avec la Russie parce qu'on avait besoin d'aide pour qu'on fasse face à ces attaques-là qui étaient dues aux impérialistes qui pensaient avoir nous aider. C'était des pompiers pyromanes. Le feu qui était allumé, c'était eux. Et c'était eux-mêmes qui voulaient éteindre ce feu-là. Donc, il y avait suffisamment de problèmes. Le Mali avait commencé à prendre le taureau par le corne. Et voyant cela, le problème malien s'était un peu déplacé au Burkina. Le Burkinabé aussi, en cherchant une solution, le capitaine Ibé a pris le pouvoir là-bas. Et directement, lui, il a compris que le Mali était un modèle, il faut le suivre. Et après ça, Dieu faisait les choses. Il y a le Niger aussi qui a suivi avec l'arrestation de Bazoum. Donc, ce qui a beaucoup précipité cette confédération, c'est là où la CEDEAO avait pris le mandat d'intervenir militairement. C'est d'agresser même. C'est une agression. Agression, oui, qui ne disait pas son nom. Une agression, c'est différent d'une intervention. D'une intervention, c'était une agression. Et le président même ivoirien, je dirais son nom, je ne tairai pas, M. Alassane Ouattara, a eu les toupets de dire que la Côte d'Ivoire engagerait un contingent. Voyez-vous, des Africains qui vont tuer d'autres Africains parce que Bazoum n'est pas au pouvoir. Est-ce qu'on est allé à l'école? Est-ce qu'on est allé à bonne école? Qui sommes-nous? Ça fait peur. Ça fait peur. Lui, on l'a dit. En vrai, c'est-à-dire on n'est pas sage quand on a les cheveux grisonnants, quoi. La sagesse aurait pu vraiment lui venir et rapprocher les jeunes qui avaient fait leur coup d'État, les comprendre, les accompagner et voilà, remettre le pays sur les rails. Mais lui-même, il était complice. Surtout, on doit dire, en Afrique, il était sans doute le plus âgé des chefs d'État. Exactement, les doyens. Ce monsieur-là, vraiment, j'avais un amour incommensurable pour lui dans les années 2005-2006. Quand il se disait exclu des jeux politiques de la Côte d'Ivoire, on le voyait en djoula, en musulman. Bon, c'était une communication. Moi, j'étais tombé là-dedans. Mais connaissant mal le monsieur, il est en train de montrer son vrai faciès, quoi. Bon, il est séculaire. Et c'est dans cette dynamique-là qu'ils ont créé l'AES, ils ont compris une confédération qui doit aller normalement pour une fédération qui ne dit pas son nom. Ça va venir. Ça va venir. J'espère que ceux-là qui sont les décideurs nous entendront. Et j'espère qu'ils ont leur plan à eux. Nous, on est débatteurs, on donne notre point de vue, une vue de notre esprit sur les questions. Voilà. Merci. Oui, quand on dit AES, c'est Alliance des États du Sahel. Il y a une particularité, c'est 3 pays continentaux qui n'ont pas d'accès à la mer. Donc, comme je l'avais dit depuis le départ, on fait la politique de sa situation géographique. Nous avons la même situation géographique que ces 3 pays-là. Et donc, nous sommes des pays continentaux, mais qui plus est, se sont retrouvés depuis belle lurette dans 2 organisations. Au départ, l'UMOA, qui est devenu UEMOA par la suite. Ensuite, la CEAO, qui est devenue CEDEAO par la suite. Mais si tu regardes la cartographie de ces pays-là, les 3 pays sont à l'intérieur, mais les pays côtiers sont comme un arc de cercle qui nous barre l'accès à la mer. Donc cette situation nous est préjudiciable. Dans le monde entier, il y a 44 pays continentaux qui n'ont pas d'accès à la mer. Sur les 44 pays, il y a 32 qui sont des pays en voie de développement. Et sur les 32 là, il y a 17 qui sont des pays pratiquement sous-développés, même pas en voie de développement. Il y a absence de tout, revenu, absence. Donc, il y a une faiblesse de développement qui est inhérente à cette situation géographique. Parce que nous partons défavorisés, nous sommes à l'écart du commerce international. Tout accès à la mer pour faire venir des marchandises ou pour sortir nos produits ajoute un surcoût par rapport aux pays côtiers.
Et donc, ça nous cause des problèmes. Sans compter que nous ne bénéficions pas des bienfaits parce que la mer est internationale. À partir de 50 miles, à partir des côtes, le reste, c'est des eaux internationales où on peut pêcher. Cette pêche, même dans les eaux des 50 miles, aux approches des côtes, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais nous sommes exclus de ça. Nous sommes exclus, mais nous avons la possibilité jusqu'ici, mais on ne l'a pas encore exploré, on ne l'a pas mise en œuvre, c'était d'avoir des bateaux battant pavillon malien. On pouvait avoir des armateurs maliens qui ont leurs bateaux qui peuvent stationner dans les eaux des pays côtiers. Donc, il y a tout un pan de l'économie qui nous échappe et nous sommes défavorisés. C'est ce que les Modibo ont vu. On dit, bon, il faut qu'on se mette ensemble. Et nous avons des matières premières qui sont convoitées par l'extérieur. La deuxième révolution industrielle, la première, c'était l'esclavage qui a fait marcher la machine. La deuxième, c'était l'énergie. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'énergie commence à se faire voir. On va voir que peut-être le pétrole va se raréfier. Et l'énergie fossile, toutes ces énergies-là, on est en train d'essayer d'évoluer vers les énergies renouvelables. En attendant, les matières premières qui rentrent dans les fabrications de ces produits industriels, nous en avons en quantité chez nous. Et donc, nous sommes convoités pour nos richesses minières. Et donc, seule une souveraineté assise, consolidée, peut nous permettre de négocier pied à pied, pas à pas, avec les gens et défendre nos intérêts. C'est ce que le président de la transition a dit, le libre choix de nos partenaires. Ça fait partie, souveraineté, libre choix de nos partenaires, et donc ça fait partie de la possibilité qu'on veut se donner dans les négociations internationales, de subir moins et de faire nos transactions sans... Parce que quand on n'a pas accès à la mer, c'est un élément de pression des pays côtiers sur nous. Ils nous tiennent par la barbichette. Donc il faut annuler tous ces effets-là. Et comme nous sommes 3 pays à être dans cette situation, et la plupart du temps, nos populations aussi sont des populations qui sont interpénétrées. Vous trouverez des Bamana, des Peuls, des choses dans toutes ces contrées, des Maïgas. Oui. C'est à peu près les mêmes populations qui ont un vécu ensemble. Des Sorés au Niger, au Mali. Bon. Des Peuls au Mali, voilà, en Guinée, au Sénégal. Donc il y a un melting pot qui nous permet de rapprocher les peuples. Aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, dans la brousse, quand on dit on va être le même pays que le Burkina, mais les gens, ils sautent de joie. Donc ça veut dire que l'idée est bonne, pourvu qu'on puisse y aller. Maintenant, dans les échanges internationaux, quand on est 3 pays et qu'on peut parler d'une même langue, de la même façon, d'une même bouche, il est indéniable que ça fait un poids supplémentaire. Et donc, à l'intérieur de cette organisation, si nous ne sommes pas là-dedans, il y a tache d'huile, ça ne marchera pas. Ça va créer un gros problème. Et déjà, vous avez vu, même le président ivoirien qui, pour la première fois, parle de l'AES. Nous voulons nous maintenir en pays tiers, en pays quelconque. Aujourd'hui, on se rend compte que l'AES, je vous l'ai dit déjà, 15%, la CEDEAO, les échanges intracommunautaires de la CEDEAO, c'est 15%. Sur les 15%, si tu les évalues à 100%, 80%, ce sont les échanges entre les pays de l'Interland et les pays côtiers. Et la balance commerciale est nettement en défaveur des pays de l'Interland. Or, ça veut dire que nous sommes l'arrière-boutique de certains. Ils écoulent leurs marchandises ici. Et leur port, c'est nous qui les aidons à les exploiter. Un pays comme le Sénégal, on n'aura de clients que le Mali. Parce que tous ces autres pays qui sont avec lui, qui font frontière avec lui, sont des pays côtiers. Ils n'ont pas besoin du Sénégal pour exploiter le port sénégalais. Il en va de même pour la Guinée. Peut-être il en va presque de même pour le Togo ou le Bénin face au Burkina. Non, face au Niger. Donc, c'est des pays qui, pour faire valoir, pour exploiter et faire rentabiliser leur port, ont besoin de ces 3 pays intérieurs. C'est une force. Et nous sommes sous-estimés, nous avons des atouts, et pourvu, nous avons maintenant des gens qui sont prêts à faire valoir nos atouts dans les négociations internationales. Donc, voilà à peu près ce que je voulais ajouter pour ce qui était de la nécessité de nous réunir. Alors, le doyen,
l'inspecteur des douanes à la retraite, Daniel Koulibaly. Et il est allé beaucoup plus en profondeur, ce qui nous conduit d'ailleurs à la deuxième question. L'avenir de l'AES, parce que là, il y a beaucoup de défis. Tel il vient d'énumérer, il y a beaucoup de défis. Nous sommes des pays de l'Interland, il y a beaucoup de défis. Et puis nous avons cette situation sécuritaire, il y a beaucoup de défis. Comment voyez-vous cela? Évidemment, il a beaucoup parlé de continentalité. Oui. Ben, écoutez, je reprends une phrase de notre ministre des Affaires étrangères lors d'un débat à l'extérieur, je ne sais pas dans quel pays. Il avait eu à dire que la continentalité n'est pas une fatalité, quoi. Vous voyez? Et c'est... Il s'agit du ministre Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, exactement, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Effectivement, parce que notre continentalité, on peut transformer ça en atout. En atout, pourquoi? Parce que ces pays soi-disant côtiers, leur port ne marche que par nous. Si ce n'est pas nous, ils fermeront leurs ports. Or, l'investissement dans les structures portières, c'est des gros investissements, des milliards. Et tout investissement que l'être humain fait, c'est en vouloir soutenir c'est pour rentabiliser. C'est pour rentabiliser, avoir un bénéfice. Si ils ne côtoient pas les échanges entre le Mali et la Côte d'Ivoire seulement, je donne un exemple, c'est à peu près 900 milliards. Plus. Ou même plus par an. Le Sénégal, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai, cet désavantage-là, on peut le transformer en avantage. Ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Et j'ai dit aux douaniers aussi qu'il faut faire extrêmement attention. Les statistiques en matière africaine ou même dans le monde sont souvent biaisées. On ne dit pas la réalité des choses. Pratiquement beaucoup de produits, pratiquement toute la matière première des industries manufacturées au Sénégal, les matières premières viennent du Mali. Le Mali arrête ces matières premières-là seulement, c'est le château de cartes, quoi, tout tombe. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Mais la continentalité, quand on fait un peu l'histoire, c'est pas un truc qui a été fait comme ça. Le blanc, il a toujours son logiciel. Ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi. Que les gens le veulent ou pas, ça a été réfléchi. Parce que le peuple malien, le peuple de l'AES, burkinabé, nigérien, c'est des peuples réputés travailleurs. Si nous, on avait la mer, on aurait peut-être dû avoir le niveau de la Corée ou bien, je ne sais pas, de l'Indonésie aujourd'hui. Mais malgré tout, on se bat du point de vue commerce, on dépasse tous ces gens-là. On maîtrise mieux le commerce qu'eux. Toute la viande qui est consommée en Côte d'Ivoire, ça vient d'où? C'est ici. Et les Ivoiriens, l'argent qu'on met dans les trucs portières là, même un peu vers le Togo, les Ghana, tout le monde nous courtise. Hein? Tout le monde nous courtise. Ça, ce n'est pas un mal en soi, mais c'est une difficulté. Avec le temps, quand le bon Dieu te donne des difficultés, met des difficultés sur ton chemin, alors tu sauras comment les relever. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de choses simples. C'est ça. Là, tout de suite, là, on est pressé. On est trop pressé parce que d'aucuns pensent que, ah oui, vous avez créé votre AES là. La situation de Bamako, on doit avoir des buildings ici. Au Burkina Faso, on doit avoir... Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas du tic-au-tac. C'est pas du tic-au-tac. Allons-y doucement. Et laissons les militaires faire leur travail. Ces militaires-là, moi, je les fais entièrement confiance. Il suffit de les aider, de les accompagner. Inch'Allah, ça ira. Merci. Doyen? Oui, M. Diarra. Bon, c'était quel avenir pour l'AES, je oui, crois. Oui, face à tous ces défis-là. Voilà. C'est un peu trop tôt pour le dire, parce que nous n'en sommes qu'aux prémices. C'est un long chemin. Qu'est-ce qui a fait chuter Modibo? Qu'est-ce qui a fait échouer toutes les tentatives de Modibo? Parce que construire, c'est plus difficile que détruire. Que détruire. On avait, ex abrupto, on avait créé tout de suite la Fédération Mali-Sénégal. Mais la mayonnaise n'avait pas pris, il n'y avait pas d'osmose pour le moment. Et il y avait des gens qui veillaient derrière à ce que ça ne réussisse pas. Donc, c'est parti très vite, mais ça s'est écoulé très, très vite. Et donc, pour une fois, il faut tirer des leçons de cette situation. Et c'est pourquoi moi, j'approuve ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par une confédération.
cette confédération, c'est une première étape. Je pense que l'objectif final, c'est la fédération de ces 3 États-là. C'est un long chemin. Mais ce qui fait la particularité qui va rendre difficile cette démarche, c'est que c'est 3 pays qui sont en transition. Et donc, dans la démarche, il faut tenir compte de ça. Dans certains de nos pays, on parle de retour à l'ordre constitutionnel normal. Et donc, ça veut dire revenir à une constitution, remettre le jeu partisan en place. Bon, ça complique les choses. Est-ce que les 3 pays doivent aller ensemble ou chacun peut aller à son niveau pour finir sa transition à son aise? Tout ça, c'est des problèmes politiques peut-être qu'il faut résoudre, qu'il faut voir dans la perspective si ça ne va pas peser ou pas. Mais pour ce qui concerne l'avenir de l'AES, c'est ce que nous-mêmes nous en ferons. C'est une construction qui va demander du temps. Je ne pense même pas que 30 ans ce soit suffisant pour qu'on sorte des prémices. Pour arriver au premier pas de la fédération, 30 ans, ce serait... Si on a ça, on peut voter ça, on applaudit des 2 mains. Et donc, c'est quelque chose qui doit aller progressivement, qui va forcément être fondé sur des problèmes. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas nous laisser créer cette AES-là. Il faut forcer et s'imposer dans le paysage international. Merci, doyen. Il faudra aussi ajouter ce que vous avez dit, surtout la stabilité politique, parce que Modibo était déjà sur une très bonne voie. Le fait de l'enlever, ça a tout remis à zéro. Aujourd'hui, les dirigeants de l'AES sont très bien partis. Donc, il faut tout faire pour consolider ces pouvoirs en place, comme vous l'avez si bien dit. Savoir rester ensemble, les 3 pouvoirs, Mali, Burkina et puis Niger, c'est un défi majeur. D'ailleurs, la 3e question, l'AES, si ça fonctionne, pouvons-nous nous ouvrir à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest parce que beaucoup sont en train de taper à la porte? Comment vous voyez ça, Dr Seda? Merci, Général Diawara. C'est tout un processus qui vient de commencer. C'est comme on dit un proverbe ghanéen qui dit que celui qui a un champ de maïs, n'est-ce pas, au bord de la route, a les mêmes problèmes que celui qui a une belle femme. Oui, c'est quoi l'idée? Convoitise. Convoitise. Ok. Exactement. On est convoitisé maintenant. Ça ne dit pas son nom, mais il y a des gens qui sont en train de taper à la porte. Mais, comme le doyen a dit, c'est un combat à longue haleine. Allons-y, mollo, mollo. Et il y a des gens qui vont vouloir rentrer dans l'AES pour nous briser. Ils sont là avec leurs mauvaises intentions, c'est possible. Mais il y a aussi des gens qui ont des bonnes intentions, qui, par les soucis économiques seulement, parce que ceux qui ont les littorales, ils ont les débouchés sur la mer, et peuvent convoitiser l'AES si l'un d'entre eux parvient même à être un membre observateur, à nous convaincre, à mettre son port à notre disposition. Ça va régler beaucoup de problèmes. Et notre continentalité ne sera que vraiment un problème qu'on a jeté derrière nous. Bon. D'autres pays, oui. Vous savez, les pays ont les intérêts, souvent les intérêts, mais on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a même pas les manières de voir les choses. En tout cas, si un pays veut adhérer à l'AES, le pays peut venir et nous, on a nos conditions. Parce que, comme on le dit en Bamana, qu'on n'en aime pas, qu'on en ait boulot. C'est-à-dire, le petit oiseau volera dans les mains de celui à qui il appartient. Donc, c'est pas mal en soi, parce que tous ces problèmes-là est né de la vieille CEDEAO, qui est d'ailleurs malade. Le diagnostic est déjà fait. Est-ce que la CEDEAO n'est pas en train de mourir? Je ne sais pas. La CEDEAO n'a plus une longue vie. Elle est gravement malade? Gravement malade. Voyez-vous l'actuel problème de la Guinée-Bissau avec le jeune Ambalo? Le jeune Ambalo a eu à verbaliser des choses que les gens n'ont pas compris. Il dit que la CEDEAO n'est pas souveraine. Hein? Il dit que personne dans la CEDEAO ne peut prendre une décision contre lui. Il sait des choses. Si ces jeunes hommes parlent aujourd'hui, ça va être problème.
Il est devenu comme, je ne sais pas quoi, une moustique sur les gonades. Ouais, on peut que l'insuffler, excusez-moi le terme est un peu fort, mais on peut que l'amadouer, quoi. Oui. Donc, voyez-vous, la CEDEAO et Alassane Ouattara, et qui dit à l'autre, là, le général, le président ghanéen, de venir nous supplier de faire une marche arrière. Lui, voilà. Ça a été dit bel et bien qu'on a quitté. Et pourquoi? Lui, il a été le problème. Et d'ailleurs, le président ghanéen est venu faire le contraire ici. Exactement, le contraire de ça. Il a plutôt demandé à la CEDEAO de reconnaître. Exactement, exactement. Vous voyez comment est-ce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc la CEDEAO, les anciens membres de la CEDEAO, s'ils désirent ce qu'ils désirent devenir, parce que même les décisions ont été prises contre le Mali, le Niger, le Burkina, d'aucuns n'étaient pas pour. Mais la pression était tellement énorme que, voilà, ce n'était pas décidé d'ici, quoi. Voilà. C'est comme on le dit, quand quelqu'un, quand le gars qui décide là-bas, voilà, fait dire oui, tu dis oui. Quand il te dit lève ton doigt, tu lèves ton doigt. La CEDEAO, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est le président du Burkina qui l'a dit une fois que dans les coulisses, les autres chefs d'État les encouragent même souvent. Oui, exactement. Que vous êtes sur une bonne voie, mais qu'en réalité, ils ont peur. Exactement. Donc, il y a aussi la fougue de la jeunesse qui a été en notre faveur. Exactement. Les dirigeants du Mali, du Burkina, Niger et autres. Doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour ceux qui c'est savoir si l'AES peut s'étendre ou bien intégrer d'autres pays à court terme. Je pense qu'il faut considérer l'objectif. Quel est l'objectif de l'AES? C'est d'aller vers une fédération. C'est une longue démarche. Et chaque fois qu'on commence, il faut une certaine homogénéité. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Nous avons souvent au Mali, quel que soit Alpha, même s'il y a eu des problèmes, nous avons le sentiment entre tous les Maliens que nous appartenons à la même nation. Au Burkina, ils ont le sentiment qu'ils appartiennent à la même nation. Et au Niger, c'est la même chose. Quand bien même, du côté du nord, il y a un brassage avec la population du Nigeria. Mais qu'à cela ne tienne, il y a déjà une volonté de vivre en commun, de vivre ensemble, de faire nation ensemble. C'est qu'il faut cultiver. Et comme il y a un brassage de nos populations, c'est un élément extrêmement important pour qu'on puisse vouloir intégrer d'autres. Or, les cultures autour de nous ne sont pas toujours les mêmes. Je ne sais pas pour faire là. Il y a un de nos pays où on a l'impression que c'est une nation, mais ce n'est pas une nation. C'est un pays qui est pratiquement divisé en deux, qui a connu des problèmes d'ethnique, de religion communautaire, de repli communautaire, qui jusqu'ici, il y aura bientôt une élection, on en revient encore au même problème. Donc, vouloir ajouter tous ces pays-là, ce serait s'encombrer de problèmes. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est la coopération. On peut avoir une coopération avec chacun de ces pays-là, sans avoir besoin de les intégrer. Notre spécificité n'est pas la leur. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un port qu'on va les intégrer pour leur port. Non, on peut négocier. Il y a la Convention des Nations Unies sur le droit d'accès à la mer qui a été signée à Montego Bay, en Jamaïque, en 1982, qui est rentré en 1994 avec la ratification du dernier État, 60e pays qui l'a ratifié, c'est entré. Si on se regroupe, pays continentaux, nous avons un droit d'accès à la mer, reconnu par les Nations Unies. En menant une action commune au niveau des instances internationales, nous pouvons réunir nos forces pour forcer la porte et rentrer, avoir un accès à la mer dans un des pays. Une fois qu'un pays va s'ouvrir, les autres aussi, ce serait plus facile. C'est une lutte commune qu'on peut mener ensemble. Oui, mais à ce niveau, vous savez, les sanctions, la guerre économique contre le Mali, contre le Niger, c'était en violation de ces mêmes textes dont vous évoquez. Absolument. Parce que normalement, des pays de l'interland ne devaient pas subir de telles sanctions. Exactement. Donc, puis, ces sanctions ne viennent pas seulement de la CEDEAO. Il y avait ces sanctions de fait. Nous avons une politique, peut-être qu'il faut se rappeler et avoir un historique avec chaque pays de notre politique. Nous avons aidé l'Algérie dans son temps pour ses problèmes d'indépendance. Vous voyez que
on leur a offert on a pris le territoire, on a tout pris en charge nous-mêmes. Nous nous sommes opposés aux gens pour eux, gratuitement. C'est ça qu'il faut éviter. On ne fait plus jamais rien gratuitement. D'ailleurs, oui. Oui. Vous me permettez? D'ailleurs, pour aborder dans le même sens, dans le cadre de lever des fonds pour l'Algérie, dans la guerre de l'Algérie, le président Modibo a majoré le prix des timbres. Oui. Et il y avait une quotité qui était réservée au soutien au peuple algérien. Beaucoup de Maliens ne savent pas ça. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'amitié entre les peuples des pays. Il y a des intérêts. Et que nous sommes en train de nous armer, nous sommes l'une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il ne faudrait pas que demain, un des pays qui peut être visé par les terroristes vienne se servir de notre armée à nos frais. Ça ne marche pas comme ça. Désormais, si on doit aider, nous devons avoir intérêt à aider. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ensemble. On peut coopérer avec des pays qui sont aux alentours, mais sans qu'ils aient besoin d'entrer. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans l'AES. Ça va compliquer les choses. Et ça va compliquer notre marche vers la fédération. Parce qu'on est 2 pays, ça peut encore aller, 3 pays, ça peut aller. Mais plus on ajoute de pays, plus on ajoute de difficultés. Et pour tout harmoniser tout ça. Et c'est pour ça que je dis, moi personnellement, je ne suis pas pour que ces pays-là intègrent. Non. Ouvrons la coopération avec eux. On peut passer soit par des voies de négociation pour accéder à leur mer. Un pays comme la Guinée a intérêt à ce qu'on fasse les routes. Que le Mali fasse des routes. Ce ne serait peut-être pas dans l'intérêt du Burkina. L'intérêt du Burkina, c'est d'accéder au port du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Ou du Togo. L'intérêt de Niger, c'est le port du Nigeria et le port du Bénin. Ou du Togo aussi. Voilà, ou du Togo aussi. Donc, c'est dans ces côtes-là, on va varier les accès à la mer. Chacun en fonction des intérêts qu'on peut avoir. On les met en concurrence. Ils sont en concurrence, les ports seront en concurrence pour nos marchandises. Ça fait partie de leur développement. Donc, moi, à mon avis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Consolidons la confédération, évoluons vers la fédération, et au bout du compte, si on doit intégrer quelqu'un, ce serait au compte-gouttes. Voilà. D'accord. Doyen, d'ailleurs, un argument de plus, la visite du président ghanéen, c'est un peu dans ce sens. Ils sont déjà en concurrence. Même la sortie du ministre ivoirien, Siré, qui a donné des chiffres bien précis. Et même après, il y avait aussi le Togo. Il y a le Togo qui frappe à la porte de l'AES. C'est juste pour ces raisons-là, portières hautes. Parce que beaucoup de ces pays se sont endettés. Exactement. Se sont endettés ailleurs pour se faire des ponts. Donc, ils ont besoin maintenant de rentabiliser. Voilà, effectivement. Maintenant, la 4e question. Oui. Diawara, avant de passer à cette 4e question, ce n'est pas seulement une question économique ou, je ne sais pas, on veut intégrer l'AES. Il y a une chose à laquelle l'AES est en train de parvenir. Et c'est quoi cette chose? C'est de se défaire de la pression internationale, de reconquérir sa souveraineté. Oui. Ces pays peuvent vouloir revenir dans l'AES pour se défaire des pesanteurs, des pressions internationales qui pèsent sur eux, pour bénéficier de notre combat. Notre combat, c'est d'abord un combat de libération. Nous nous défaisons de tout ce fratras de coopération qui était en train de nous étouffer. Et ça, c'est important. Et c'est pas ce que des pays qui veulent ça se disent en entrant dans l'AES, peut-être automatiquement, sans avoir eu à affronter les pays étrangers et tout ce qui nous ont brimés, nous. C'est nous qui avons en pleine poire, en pleine poitrine, toute la gamme de sanctions. Oui, et eux, ils vont venir simplement pour rentrer dans l'AES, mais ça va finir parce qu'ils n'ont pas fait le combat pour se définir, pour comment est-ce qu'on appelle, se libérer des contraintes des pays qui pèsent sur eux. Donc chacun n'a qu'à mener sa lutte avant de rentrer dans l'AES, mais pas profiter de l'entrée dans l'AES pour se trouver une certaine souveraineté vis-à-vis des pays occidentaux. Mais est-ce que peut-être la crainte pour beaucoup de ces dirigeants qui
beaucoup sont des peureux aussi. C'est d'affronter les néocolonialismes, hein, en dehors de l'AS, c'est seul face au néocolonialisme. Est-ce que tout le monde a le courage d'Ibrahim Traoré ou bien d'Assimi Goïta ou bien d'Abdraman Tiani? D'où le désir de se cacher derrière nous. Alors on fait quoi? On les laisse tomber ou bien Non, on fait des coopérations économiques, mais pas d'entrer dans l'AES. Ok, c'est bon, c'est noté. Sila, c'est ton mot de vie aussi? Bon, moi, je ne vois pas de la même manière que les doyens. En fait, on est au balbutiement des choses. C'est-à-dire, l'AES a été créée dans un contexte sécuritaire. D'accord? Si la sécurité marche, alors tous les autres facteurs de l'économie et du développement suivront. D'accord? Mais cette sécurité-là, en parvenant à maîtriser cette sécurité, on est même parvenu à dire non à leur soi-disant aide au développement. On est parvenu à dire non à l'Occident pour tout ce qu'il faisait pour nous phagocyter. Et voyant cela, tout le monde sait, on n'est pas dupe. Hein. Tout le monde sait que le chemin que l'AES a pris, c'est un chemin de non-retour. Et c'est un chemin qui va nous conduire inexorablement à notre développement, à notre autonomie et à faire de nous vraiment des puissances. Une puissance. Mais cette puissance-là, puisqu'on est entouré, les gens vont vouloir venir. Parce que malgré leur littoral, malgré beaucoup de choses, quand ils verront que c'est dans l'AES qu'on a la sécurité, c'est dans l'AES qu'on ne fera plus quand on revient au régime d'élection et tout, qu'on ne fera pas de coup d'État, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Donc ça peut aussi les amener à réfléchir et à nous rejoindre. Pour le moment, on n'a demandé à personne de venir. C'est eux qui tapent à la porte. Quand un étranger tape à ta porte, par courtoisie chez nous, tu dois l'ouvrir la porte et demander d'abord quoi? Pas le laisser rentrer juste dans la cour et demander au seuil même de la porte quelles sont les intentions, pourquoi il est là et tout ça. Donc, mais ce n'est pas tous les étrangers qu'on reçoit. Mais, comme vous l'avez si bien dit, on prend le soin d'écouter l'étranger, voir s'il peut entrer ou pas, n'est-ce pas? Oui. Merci. La quatrième question, nous sommes dans le monde qu'on a un basculement géopolitique, géostratégique immense, qui ne dit pas son nom. Nul n'aurait peut-être très peu d'analystes auraient parié qu'en 2025, les États-Unis et la Russie seront presque main dans la main pour tirer les oreilles à certains dirigeants européens. Nous voyons le président américain qui essaie de vouloir, dans son discours, peut-être annexer le Canada, même si c'est un très grand pays, ça reste en tout cas le discours, on ne sait pas dans la faisabilité. Parler de Groenland, du Panama et autres. Donc le monde est en train de changer très rapidement. La Russie aujourd'hui, qui après s'est libérée la localité des courses, les choses changent à ce niveau. Dans tout ça, l'AES, quelle est la place de l'AES dans tout ça, dans ce qui se joue au niveau international? Devons-nous être des spectateurs? À ce que je sache, comme le disait M. Césaire, ce monde n'est pas, c'est tout sauf un spectacle. Nous ne devons pas, même si c'est un spectacle, nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être réellement des acteurs, nous devons participer. Quel est le poids de l'AES dans tout ça? Bon, nous sommes au moment, nous sommes en train de voir une reconfiguration de la politique planétaire. Et même une redistribution des cartes. Une redistribution des cartes. On veut quitter le monde unipolaire qui existait depuis 1989 avec la chute du mur de Berlin. Nous sommes en train de partir vers une recomposition, vers un monde multipolaire. C'est un remake du non-alignement, à quelque chose près. C'est-à-dire que l'un des leitmotifs des trois principes adoptés par le président des autorités de la transition, c'est la souveraineté, le respect du choix de nos partenaires. Ça, c'est des choses extrêmement importantes qui nous permettent, nous, de nous mouvoir dans ce monde de relations contradictoires. Ça veut dire que nous allons nous camper obligatoirement dans le monde multipolaire. Parce que dès lors que nous ne voulons pas nous aligner sur et surtout pas sur l'ancien monde unipolaire,
ça veut dire que nous choisissons pour le multipolaire, ça veut dire que nous voulons coopérer avec tout le monde. Et notre coopération est libre. Personne n'a à nous dicter notre ligne de conduite. Donc ça détermine déjà notre position. C'est pourquoi j'ai dit c'est un remake et même plus avancé du non-alignement. Non, nous sommes là pour nos intérêts. Si c'est avec les États-Unis, on va les discuter, comme le disait l'excellent ministre Abdoulaye Diop. S'il faut dealer avec le diable, on va dealer avec le diable pour nos intérêts. Donc qui que tu sois, si tu as, et on est prêt à coopérer avec tout le monde. Et je crois que le monde des BRICS qui s'annonce ne sera pas un frein à des relations avec les États-Unis ou autres. Ils ne se le permettront pas. C'est juste les intérêts qui vont jouer. Et je pense que notre poids en tant qu'entité fusionnelle ou fusionnée, ça va dépendre de notre conduite nous-mêmes, de ce que nous allons nous imposer. Il n'a pas été facile à un des présidents dernièrement de dire AES. Il ne l'avait jamais preuve. Et comme vous l'avez dit, le président ghanéen nouvellement élu, quand il est venu ici, a dit non, il faut que peut-être ce soit la CEDEAO qui vienne à l'AES, qui vienne vers l'AES pour essayer de coopérer. Donc tout ça, c'est des prémices. Ça veut dire qu'on est en train de s'imposer. Mais c'est des choses qui sont versatiles. Ça peut aller du jour au lendemain, ça peut changer. Donc il faut tenir les rênes, il faut tenir la route, il faut tenir sur la feuille de route, il faut s'obstiner dans la voie qu'on est en train de suivre. Et c'est par cela qu'on va s'imposer comme entité de 3 pays réunis en un seul. Ça ne va pas être facile, ils ne vont pas nous laisser faire. Oui, oui. Exactement. Je comprends de la même manière que le doyen Coulibaly. Je me rappelle cet esprit de condescendance, cet esprit de mental colonisé, cet esprit de maître. On nous a inculqué beaucoup de choses. Hein. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas parvenu à se défaire de cela. D'aucuns disaient que voilà, vous, Maliens, AES, voilà, vous avez laissé votre ancien maître, la France, vous êtes en train de dealer maintenant avec la Russie. L'excellent ministre l'a dit exactement, qu'on ne peut pas combattre Al-Qaïda avec les bâtons. Nous, on a demandé de l'arme à ces Européens-là, qui étaient supposés être nos premiers partenaires. C'est même pas qu'on a demandé, nous avons voulu acheter. On voulait acheter, exactement. Acheter, je rectifie. Ils n'ont pas voulu vendre. Et nous, on a tapé à la porte de la Russie. La Russie nous a accueillis à bras ouverts. Et maintenant, on est en train de faire des résultats. Et vous parlez mal de nous. Donc, ça lève tout le voile que, comme on dit, c'est eux le mal. Il faut se défaire de ce mal. Ils ne vont jamais nous laisser. Ils ont les logiciels. Apprenons de nos leçons. Ce qu'ils ont fait dans le temps, aux aïeux, aux pères des indépendances, la manière dont ils ont combattu l'Afrique, ils ont amené, je ne dirais pas, des gens qui ne réfléchissaient que par eux. Les Bénin, oui, voilà, même si le peuple allait finir, voilà, si leur gars est là, il est là, quoi. Bon, ça c'est fini, ça c'est d'une autre époque. Maintenant, l'AES doit aller vers où? Comme on l'a dit, on a le libre choix. Mais moi, je pense que, pour le moment, on est avec les Russes. Ils ne nous ont pas déçus. Mais ce ne sont pas seulement les Russes. Nous sommes avec des Russes, des Turcs également, et les Chinois. On n'a pas été déçus. Même s'il arrivait que les États-Unis nous tendent la main, si c'est pour notre bonheur, eh bien, ils viennent, c'est les win-win. Voilà, les coopérations sont comme ça, c'est gagnant-gagnant. Donc, l'AES a certainement un poids. Et si les puissances là s'intéressent à nous. Avant, on ne parlait même pas du Mali là-bas. Hein. Maintenant, aux États-Unis, si tu vois que même leurs grands rappeurs chantent notre président Assimi Goïta. En France, voilà, Aya Nakamura chante Assimi Goïta. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que l'AES là est en train vraiment de faire tâche d'huile. Et il a besoin de tout le monde, comme tout le monde a besoin de nous. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui nous, il ne faut pas être vraiment un ingrat, on ne saurait être un ingrat, mais ceux qui nous ont aidés au début de notre combat,
Vraiment, on doit vraiment les considérer avec beaucoup de respect. C'est bon. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Sinon, l'émission tire vers sa fin. Oui. Sauf si vous avez des conseils à suggérer, peut-être, vous avez des choses à suggérer aux dirigeants de l'AS, voire même au peuple de l'AS, qui est un peuple vraiment jeune aussi. Ce que moi je voudrais dire, nos autorités se sont attaquées à une montagne. Okay. Il faut en avoir conscience. Et il ne faut pas se leurrer. Le Malien est versatile. Facilement, on peut le détourner. Le président de la République, il a, dans certains de ses discours, le président de la transition, disons, dans certains de ses discours, a averti les gens. Et j'espère que les gens comprennent son avertissement. Ils n'ont pas compris, sinon cette histoire de 1% ou 10% n'aurait pas fait de problème. Mais c'est parce que le Malien est versatile. Pour un oui, pour un non, il commence à tourner kazakh. Donc il faut que les autorités tiennent compte de ça. À un moment donné, si le président l'a dit, c'est vous qui nous avez demandé, et ce n'est pas sans risque. À Teke Gwansan, que nous sommes à Kololo, indépendants et souverains. voilà, indépendant et souverain, à Teta, Segani, Geleako. Donc, out de flec à fort, Ambake. Mais il ne faut pas que vous venez nous dire que non, c'est trop dur, on va se retirer ou autre. Or, pour les 100 francs et choses qu'on prélève, on a commencé à... Vous pouvez traduire ces passages en français, c'est pour le public africain qui est en train de nous suivre. Oui, je m'excuse. En fait, il avait dit qu'eux, ils ont écouté le peuple. Le peuple leur a demandé vraiment de se défaire, d'être indépendants, d'être nous-mêmes. Or, il les a avertis à plusieurs reprises dans ses discours. Vous nous avez demandé que nous soyons nous-mêmes. Donc, mais ça ne va pas sans peine, ça n'ira pas sans mal. Ça va être extrêmement dur. On n'est même pas rentré dans le dur quand on impose une taxe de 1% et de 10% sur les 1% sur les transactions et 10% sur les crédits les recharges de crédit téléphonique. On commence à sortir. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose. Les Maliens ont tendance souvent à oublier les choses. Macron a mis ça en place depuis longtemps. Une nouvelle communication avec des nouveaux communicants et qui ont le même langage, les mêmes éléments de langage. Et regardez les politiques, regardez leurs éléments de langage à propos de ces 100 francs et de ces 1%. C'est les mêmes éléments de langage. Ce qui veut dire que ça a été mûrement réfléchi et c'est une contre-attaque. Et la spontanéité, ils sont sortis en même temps. Exactement. Ils ont inondé les réseaux sociaux. C'est une stratégie qu'il y a derrière. Et comme Macron a dit, il va mettre de l'argent à la disposition des diplomates pour booster, pour nous combattre. C'est sur le plan du combat de la communication que cela a commencé. Mais simplement, il faudrait peut-être... Nous ne sommes pas dans le jeu politique, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Mais simplement, souvent, la transition tarde à prendre à taper du poing sur la table. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, nous ne sommes pas à ce niveau politique pour mesurer tous les enjeux, c'est eux qui le savent. Mais nous qui sommes peut-être des vieux de la vieille, nous sommes impatients qu'on mette fin à se laisser aller. Merci. Et surtout, je leur conseillerais une unité, parce qu'ils vont s'attaquer à la structure des 5 personnes qui ont fait le coup d'État. Ça, ils vont s'attaquer à ça. Et ils vont découvrir le président de la transition pour finir par l'isoler et s'attaquer à lui. Ça, c'est des choses qui vont... Le président de la République, l'ancien président, leur a conseillé de rester unis. Moi, je renouvelle ce conseil-là. Ceux qui ont fait le coup d'État doivent rester unis et doivent faire preuve d'humilité. Merci. Vous êtes un doyen très expérimenté qui a connu le temps de Modibo, qui a connu le temps de Moussa Traoré, qui a connu tous les régimes de l'indépendance jusqu'à nos jours. Je pense que les généraux à la tête du Mali, les dirigeants de l'Est sont en train de vous écouter. C'est d'ailleurs pour répondre à ce plan de Macron que nous avons initié telle émission et puis parler surtout aux Africains qui ne comprennent pas souvent Bambara, donner notre point de vue, faire l'analyse à partir du Mali. Docteur? Évidemment, aucune œuvre humaine là n'est facile. Quoi que tu fasses dans la vie, il y a
Et surtout si c'est quelque chose de bien, il y a toujours des gens qui vont vouloir mettre les bâtons dans tes roues. Et ils sont parmi nous. Ils sont là, l'ennemi est là, il est parmi nous, il dort avec nous. Et le conseil que j'ai à prodiguer, c'est un conseil de faire extrêmement attention. De les traiter comme ils nous traitent, quoi. C'est la loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que c'est une question d'ordre national. Le Mali n'appartient pas à leur patron là-bas, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, non. Le Mali appartient aux Maliens. Il parle de démocratie, il parle de beaucoup de choses. Mais je mets mon doigt dans le feu. Tous ces soi-disant démocrates-là, si tu les laisses eux seuls à eux seuls, d'être le candidat unique à une élection présidentielle au Mali, aucun d'entre eux n'aura 5%. Aucun d'entre eux n'aura 5%. Que d'eau ont coulé. Certains d'entre eux avaient eu des 0, des 0, ils ne disent pas ça, c'est eux qui nous chantent chaque jour. Il faut aller aux élections. Nous, on n'a pas fini vraiment de garantir notre sécurité. On ne peut pas aller à Massina. Hein? Il y a parmi eux des gens qui ne peuvent même pas aller dans leur village natal aujourd'hui. Parce qu'il y a des problèmes. Petit à petit, l'armée est en train de régler ces problèmes-là. La paix a, disons, changé de camp maintenant. Ils attaquaient nos camps maintenant, c'est eux qui se cherchent. Donc on est en train de voir le bout du tunnel. Mais ce que j'ai dit en dernier mot, c'est un proverbe bambara. J'aime bien notre langue. Non, c'est très bien d'ailleurs. Oui, c'est même très bien. On dit, si tu manges un rat, il faut trouver, donne-toi le temps de manger tout, même la queue. Oui. Si tu te dis que tu t'es rassasié de la queue là va te manger. C'est ça. Ok. Donc d'aller au bout de ce qu'on a commencé. Exactement. Le message est bien entendu. Peuple d'Afrique, vous étiez nombreux à nous suivre sur Gandhi Malien TV. C'est le premier numéro de l'émission Parole aux Africains. Dorénavant, tous les Africains sont libres. Une fois ici au Mali, vous pouvez passer, faire un tour, visiter nos locaux et pourquoi pas prendre part à l'émission. Aujourd'hui, nous avons été accompagnés par des douaniers, l'expérimenté, l'inspecteur des douanes à la retraite. Il s'agit de M. Daniel Koulibaly. Et à ma gauche, c'était bien sûr le Dr Mamadou Silla Traoré. Les deux ont été très disponibles. Ça fait un moment qu'ils sont au studio. Nous vous disons de joindre votre voix à la nôtre pour leur dire merci pour leur patriotisme. Et nous espérons qu'ils seront toujours là, toujours présents, parce que nous aurons besoin de leur expertise pour d'autres thèmes à venir. Inch'Allah. C'est bon? Merci. On pourra compter sur vous. Ouais. Donc, merci bien. Portez-vous. Chaque jour est une chance. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.